Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle interview aujourd'hui, une interview un peu spéciale d'un YouTuber, Investir pour la liberté, 23 ans. Donc vous voyez régulièrement, pour ceux qui le suivent, son portefeuille, mais il a sorti une formation très récemment, il me l'a gentiment offerte. Donc j'ai toujours dit sur ma vidéo que j'en ferai une vidéo pour dire ce que j'en ai pensé, tout ça. Mais il m'a semblé que la meilleure façon de lui rendre hommage, la meilleure personne qui pourrait vous parler de sa formation, c'est lui-même. Donc on va faire une interview classique, on va regarder son portefeuille, on va regarder son portefeuille classique comme on fait pour les autres interviews, mais à la fin, pour ceux qui le souhaitent, qui auraient été agréablement surpris par sa super performance et qui voudraient en savoir un peu plus sur la formation, bah écoutez, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on parlera en fin de vidéo de sa formation. Ok. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des conseillers financiers, mais de simples amateurs qui cherchons à partager notre passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de nos portefeuilles. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Et il y a même des choses payantes, comme la formation d'IPL, par exemple. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais la sienne, c'est la moins chère du marché. Et vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. IPL, est-ce que tu es toujours là? Oui, oui, très bien. Salut Kali. Donc salut à toi. Donc on l'a pas encore vu ton portefeuille. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà, nous dire quel est ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, si tu le veux bien. Ok, très bien. Alors, sur les réseaux, du coup, je m'appelle Investir pour la liberté, pour les intimes, du coup, IPL. J'ai 23 ans, j'ai commencé la bourse il y a maintenant 4 ans, donc aux alentours de mes 19 ans. Dans la vie, je suis toujours salarié et je travaille pour une grande boîte, des semi-conducteurs, française et sinon, bah, je pense que déjà, j'ai fait un peu le tour, à C'est mon pas mal, niveau. c'est pas mal. Ok, donc on va commencer à regarder ton portefeuille, on va en discuter ensemble. Ah non, pardon. Très bien. Avant de voir ton portefeuille, il y a ta performance du coup pour l'année. Toi, tu le calcules avec la méthode départ. Tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour 2023, quelle est ta performance et Alors, quelle est du la coup, méthode oui. départ? Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Alors du coup, en fait, j'ai voulu calculer, ma performance et étant donné que je suis sur Bourse Direct, bah, le site ne me permet pas tout simplement, de calculer ma performance, en pourcentage et du coup, en cherchant sur internet, j'ai trouvé, la méthode départ qui permettait de comparer, un indice et mon portefeuille et c'est clairement ce que je voulais étant donné que mon but, c'est de surperformer le CAC 40, pour mon PEA sur le long terme. Donc pour cela, j'ai utilisé la méthode départ qui me permettait tout simplement de mettre en place les apports que je mets chaque mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne technique que je trouve étant donné, que, mon comment dire? Mon portefeuille augmente, mais je mets des apports en fait tous les mois et je voulais pas faire un calcul, bête et méchant qui prendrait pas en fait, mes apports. Donc très bonne méthode, pour ça. Parfait. Et du coup, ta performance, parce que là, on voit que ça a commencé à 100 en 2021 et tu finis à 120 en décembre 2023. Est-ce que ça veut dire que tu as une performance de 20% sur 2 ans? Bah, du coup, voilà, normalement, sur depuis le début de mon portefeuille, c'est ce qu'on peut voir, à ce niveau-là. Maintenant, le vrai but avec cette, méthode, c'est vraiment une comparaison, plus qu'un calcul, précis, de la performance et pour la peine, j'ai pris le CAC 40 GR, c'est-à-dire dividendes réinvestis, donc c'est quand même, assez important pour moi étant donné que je touche des dividendes dans mon PEA. Et ici, on peut voir, voilà, la fluctuation de mon portefeuille qui a quand même, une petite ressemblance, une petite corrélation avec le CAC 40 GR, étant donné que j'achète des entreprises françaises et européennes, donc quelques-unes comme on va pouvoir le voir dans mon portefeuille. Mais dans l'ensemble, c'est des entreprises, françaises et on voit que, bah, sur, du coup décembre 2021, depuis décembre 2021, j'ai une surperformance avec un petit couac entre guillemets, vers, août 2023, septembre où, mon portefeuille a beaucoup plus chuté que le CAC 40. Mais, j'ai pas passé la barre de la sous-performance pardon, à ce niveau-là, donc ça me fait extrêmement plaisir. Ouais, donc on n'a pas un pourcentage précis avec cette méthode départ. Pas comparé à moi, quand je fais ma vidéo de portefeuille, j'utilise pas la méthode départ. Donc j'ai un pourcentage, mais la vraie méthode utilisée par les pros, c'est la méthode départ, comme le fait IPL. Et on voit quand même qu'il surperforme le CAC depuis plus de 2 ans. Donc super, c'est le principal chose à voir, il me semble. Ok. C'est ça.
On passe à ton portefeuille du coup? Très bien. Alors, ma première alors, je t'ai envoyé mon portefeuille, donc, je te l'ai envoyé non pas comme on me le donne à la base, mais en suivant le pourcentage, de poids dans mon portefeuille. Pour moi, ça, c'est une information extrêmement importante, Ouais. tout simplement parce que, bah, faire 100 € de bénéfices sur une petite position ou 100 € sur ta plus grosse position, ça a pas le même impact sur ton portefeuille général. Donc, on peut voir que ma première position, c'est, Kering. Donc, bon, je vais pas présenter les entreprises, mais, si je pense que tu voudrais que je dise, pourquoi j'ai en 1re position Kering? Voilà. Est-ce que c'est ta plus grosse conviction du coup, vu que c'est ta plus grosse ligne? Alors, non, ce n'est pas ma plus grosse conviction, mais c'en est une des mes plus grosses. C'est pour ça que c'est dans les premières. Elle est légèrement au-dessus de la deuxième position, qui est une de mes plus grosses convictions, du coup. Pourquoi Kering en première position? Donc, dans ma stratégie, du coup, j'ai une gestion de risque qui fait que mes plus grosses convictions, c'est à peu près du 10 maximum de mon portefeuille. Donc actuellement, on peut voir que j'ai 2 positions au-dessus de 10 de mon portefeuille. Tout simplement parce que, dans le futur, je sais que je vais continuer à mettre des liquidités et du coup faire baisser ce pourcentage. Donc, voilà, pour le moment, c'est au moins 10 pour les grosses convictions. Donc on peut dire que Kering est une grande conviction pour le prix à laquelle je l'ai acheté, mais, ce n'est pas forcément la plus grosse, on peut dire que c'en est une des plus grosses. Mmh. En dessous de 400 €, Kering, pour toi, c'est une grosse conviction. C'est pour ça que tu t'es renforcé fortement en dessous de 400, j'imagine? C'est ça, c'est que j'ai commencé, un peu au-dessus de 400 €, et par la suite, en fait, j'ai pu continuer à acheter, des actions. Donc on voit que j'en ai 4 étant donné que mon portefeuille, c'est du 12 000 €, pour le moment. J'ai dû, en fait, rentrer une action par une. Donc on peut voir que je suis rentré en 4 fois, en fait, sur l'entreprise, en commençant, il me semble, aux alentours des 425-435, il me semble, ma première position. Après, à voir, dans mes anciennes vidéos, je montre toutes mes transactions que je fais chaque mois, donc, s'ils veulent un peu plus de détails, il faudra aller voir. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de portefeuille d'IPL, avec grand plaisir. OK, et aussi on a oublié de parler du coup du fait que, tu as un compte titre. Donc là, on montre que le porte PEA aujourd'hui, mais tu as aussi un compte titre. Tu en as fait des vidéos sur ta chaîne, et c'est sur le compte titre que tu as la plus grosse position du coup. Tu as 18 000 sur le compte titre et là, on montre juste le PEA de 12 000. Alors oui, j'ai un CTO du coup de 18 000 € avec, des plus grosses positions qui sont aux alentours de 1 500-2 000 €, pardon. Et tout simplement, en fait, dans ma stratégie globale que j'utilise, je mélange mon CTO et mon PEA et durant, l'année du coup 2022, j'ai vu des meilleures performances ou du moins des meilleures opportunités sur mon CTO avec, bah, du coup les GAFAM qui ont fortement chuté et du coup, j'ai mis beaucoup plus d'argent sur mon CTO pendant cette période-là et beaucoup moins, du coup en 2023 et voilà, en fait, tout simplement, c'est vraiment, j'investis pas, j'investis l'argent où je pense qu'il y a des opportunités et plus il y a d'opportunités, plus j'investis dans un endroit. Donc le slide qu'on a vu juste avant avec ta performance, avec la performance de départ, ça prend en compte ton PEA plus ton compte titre, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors non, 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 Ah, sur mon portefeuille là que j'ai envoyé la comparaison de mon portefeuille, c'est mon, PEA. ah C'est d'accord. seulement mon PEA, ouais. Mon compte titre, il a un autre graphique qui est du coup pas lié par rapport pas comparé pardon au CAC 40 GR, mais qui est comparé, au S&P du coup. D'accord, ok. Bon, donc peut-être dans une autre vidéo, si vous marquez en commentaire que vous souhaitez voir le portefeuille d'IPL, le compte titre, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je le harcelerai pour qu'on fasse une nouvelle interview juste pour son compte titre, avec grand plaisir. OK, pas de souci. Prochaine ligne de ton portefeuille, du coup, c'est Évolution AB, donc ta plus grosse conviction, c'est ça, du portefeuille? Alors, une de mes ouais, je me pense que si on devrait en dire une où, j'ai appris à connaître une très belle entreprise, ce serait Evolution AB, donc ce serait une de mes plus grosses convictions. Entreprise suédoise, du coup, parce que je trouve que les pays nordiques ont des très belles, entreprises et étant donné qu'on peut investir dans ces entreprises-là, je pense qu'il est extrêmement intéressant d'analyser ce genre d'entreprise pour un PEA. Donc oui, on peut clairement dire qu'Evolution AB est ma plus grosse, conviction sur mon portefeuille, je dirais. Pour les années à venir, pour la croissance, ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une stratégie de dividende? Je crois, j'ai pas l'impression. Il y a un peu de Alors rubis. Alors, du coup, sur les dividendes, pour moi, j'utilise le dividende comme
comme on va dire une marge de sécurité dans mon calcul. C'est-à-dire que quand je calcule, la valeur intrinsèque d'une entreprise, je ne prends pas en compte le dividende. Maintenant, hem, j'ai aucun comment dire? J'ai aucune, comment dire? Aucun problème à avoir des entreprises de dividendes comme Total Energy et c'est ce que je disais, actuellement, j'ai 2 000 € de liquidité sur mon portefeuille et potentiellement, je pourrais mettre ces 2 000 € là sur du Total Energy pour que je transforme 2 000 € de liquidité en 2 000 € d'actions Total Energy avec des dividendes qui tomberaient donc je n'ai pas forcément de, mmh, T'as pas une vraie de stratégie dividende où non, tu verses, parce que toi, t'aimes bien les jolies sociétés avec de jolis fondamentaux et forcément les sociétés qui ont des gros dividendes, généralement, c'est plutôt moyen quoi comme fonda quoi. C'est ça, c'est hein. ça, Mm, mm. c'est tout à fait ça. Ok, ok, donc évolution AB, belle plus-value, tu gardes long terme pour la croissance, très bien. Amundi, du coup, c'est à dividende, belle qualité aussi. C'est ça. Alors, au moment où je l'avais acheté, je la trouvais sous-valorisée au niveau de la qualité, du business, mais en plus, elle verse un dividende. C'est ce qui me permet également, de la garder. Mais, au tout début, c'était, avec, l'achat et l'acquisition de Lyxor, donc c'était vraiment pour de la croissance aussi à ce moment-là. Ok, donc toujours convaincu, tu gardes. C'est ça. Prosus, Alors Prosus, du coup, c'est un fonds, de gestion, hollandais qui possède une grosse position sur Tencent, une entreprise chinoise qui me plaît extrêmement qui me plaît énormément. Donc ils possèdent, majoritairement les jeux vidéo comme, League of Legends, Fortnite, donc vraiment, et d'autres entreprises, hein, dans le secteur, par exemple, Delivery Hero, donc, dans la distribution de repas. Donc vraiment un fonds d'investissement qui possède énormément d'entreprises, mais principalement Tencent avec 60 et j'ai acheté, parce que ça me permettait d'investir sur cette entreprise tout en passant par mon PEA. ouais, ok. Donc diversification vers l'Asie en restant sur le PE, quoi, avec Prosus. C'est ça. Super. LVMH? J'ai acheté une seule action, je suis rentré Ah oui? il y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai eu le temps d'en acheter qu'une seule, j'aurais bien aimé en acheter une deuxième. Maintenant, on peut voir que, j'ai Kering qui est déjà, heu, qui fait énormément de ventes en Chine. J'ai Prosus et j'ai également LVMH, donc je fais gaffe quand même à ma répartition, au niveau géographique qui, peut commencer à tendre pardon, sur la Chine. Donc en fin de compte, j'ai décidé d'en acheter qu'une seule. D'accord. Ok, ok. Bon, j'imagine que c'est aussi une grosse conviction quand même si t'en as qu'une. Oui, alors, très grosse conviction. Maintenant, pas à n'importe quel prix. Je suis tout aussi dur avec du LVMH qu'avec des autres entreprises. Majoritairement sur toutes mes entreprises, c'est des entreprises de qualité, donc j'ai des convictions sur du long terme. C'est ma priorité, c'est vraiment la qualité de l'entreprise et ensuite, c'est le prix à laquelle je l'achète, même si les 2 vont ensemble mais normalement dans mon portefeuille, on ne devrait jamais voir des entreprises de mauvaise qualité, sauf les dernières comme on le verra, qui sont des erreurs de parcours, de débutant quand j'étais au début de mon parcours investisseur et dont je n'ai pas vendu, mais dont, je n'investis plus, dans ce genre d'entreprise. Effectivement, on en reparlera, j'avais repéré, on en reparlera enfin, ouais. Ok, donc on passe à Air Liquide, la société que tous les investisseurs français doivent avoir en portefeuille, mais t'en as pas 10. Non, alors, pourquoi j'en ai pas 10? Parce qu'au moment où je suis rentré sur Air Liquide, donc où j'avais une conviction et un prix intéressant, ma gestion des risques me faisait qu'une position de 1 000 € était beaucoup trop élevée, pour mon portefeuille. Donc c'était maintenant il y a déjà plusieurs mois et avant, mon portefeuille, les plus grosses positions que j'avais, c'était du 500 € pour toujours garder, les 10 de mon portefeuille. Donc c'est ce qui a fait, principalement le fait que j'achète que 4 actions et depuis, le prix ne m'intéresse pas, il est beaucoup trop élevé par rapport, à quel prix je veux acheter, donc j'ai pas du tout renforcé la position. Alors, est-ce qu'en exclusivité mondiale, tu pourras nous dire à quel prix, toi, tu attends Air Liquide pour te renforcer? Alors, je dirais aux alentours de 135 € minimum 135 euros. Ok, et plus bas, ouais. exclusivité mondiale. Pour une première sur la chaîne Calibourse, on a le prix donné par IPL. Ok, donc à suivre, hein, ça va descendre. Voilà. Eurofin Scientifique, donc moi aussi je suis dessus. Là, je vois que c'est ta première ligne en moins-value du coup depuis qu'on regarde ton portefeuille. Ouais. Qu'est-ce que t'en Heu, penses à ce prix-là? alors, actuellement, j'aurais pu renforcer ma position,
Mais au moment où je voulais renforcer cette position, j'avais du coup d'autres convictions qui m'intéressaient, donc tout ce qui était Kering, Evolution AB. Qu'est-ce que je pense de l'entreprise? Pour moi, encore une fois, À ce entreprise prix. exceptionnelle. Au prix actuel, du coup, pourquoi je trouve qu'elle est toujours intéressante, hein, c'est pourquoi je l'ai achetée, déjà à 60 de PRU, c'est pour ça que j'ai 60 de PRU. Donc pour moi, à ce prix-là, elle est encore intéressante. Maintenant, vu que j'ai une position dans mon CTO, ça fait qu'encore une fois, ma gestion de risque me permet pas de renforcer ma position Eurofins Scientifique. Alors non, explique-nous, c'est quoi ta position dans le CTO qui t'empêche de renforcer Eurofins? C'est quoi exactement? Alors j'ai du Pfizer, Ah, ok. dans mon CTO, donc en fait, mon secteur santé, commence à être rempli et j'ai également d'autres positions qu'on pourra voir, par la suite dans mon PEA, qui est, on va dire lié au secteur de la santé, où, j'ai encore aussi une conviction et que ma position commence à augmenter et en fin de compte, je commence à m'intéresser, donc ça c'est une exclusivité, j'en ai pas encore parlé, mais à des entreprises suisses comme Roche Holding et encore une du secteur de la santé qui m'intéresse énormément actuellement. Donc je veux pas forcément que ma position sur le secteur de la santé soit trop gros. Ok. Donc tu aimes bien Eurofins, à ce prix-là, tu trouves ça intéressant, mais malgré tout, tu trouves qu'il y a de meilleures opportunités dans le secteur santé qu'Eurofins. Voilà, en fait, voilà, j'ai déjà une position, une valorisation de 600 €, donc c'est, qui est assez, élevé quand même dans mon portefeuille. J'ai une autre position de 500 € sur, Pfizer et je compte rentrer, une autre entreprise, du coup, certainement Roche Holding dans mon portefeuille, donc encore 500 €. Donc ça me fait déjà une position de 1 500 € qui fait, près de 10 du secteur, presque 10 quoi, si on prend, 15 000 € investis, dans le secteur de la santé. Ok, très bien. On passe à Pernod Ricard, du coup, j'imagine que tu l'as acheté récemment. Est-ce que c'est bien le cas? C'est bien le cas, je l'ai acheté, il me semble, le mois dernier ou il y a 2 mois, pendant la grosse chute. J'ai réfléchi avec Rémi Cointreau, du coup, mais ma décision est partie sur Pernod Ricard et pour le moment, je pense que j'ai fait le bon choix. Tu peux nous en parler vite fait? Qu'est-ce qui t'a fait choisir Pernod plutôt que Rémi? Moi, sur la chaîne, je Alors dis, bon, bah, c'est mieux diversifié au niveau des produits, c'est mieux diversifié au niveau géographique, tout est mieux, quoi. voilà, donc je pense que tu as déjà dit le principal. Niveau des produits, beaucoup plus diversifié. Pour ma part, je ne bois pas forcément, d'alcool, mais en posant des questions, j'ai appris que le cognac était un alcool qui ne se buvait pas forcément énormément, par exemple en Europe et précisément en France. Et c'était plus un alcool, de Chine. Donc ça veut dire encore une fois, une entreprise qui est liée beaucoup à la vente en Chine et étant donné, les positions qu'on a vues précédemment, je ne voulais pas que mon portefeuille soit encore une fois lié, à la Chine. C'est vrai que dans ma vision de mon portefeuille, j'ai vraiment une vision au niveau de la gestion des risques, que ce soit géographique, sectoriel, qui fait que même s'il y a des belles entreprises, je suis prêt à stopper mes investissements pour ne pas être impacté, par des problèmes géopolitiques dans une période, dans une dans un endroit comme, par exemple, la Chine et Taïwan ou, l'Europe et cetera. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai pris du Pernod Ricard. Très bien. Ok, donc on passe à L'Oréal, du coup. Une magnifique société que tu as un super PRU. Malheureusement, tu n'en as qu'une seule. Mmh. J'imagine que comme moi, tu trouves trop cher actuellement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Pourquoi j'en ai qu'une seule? Donc c'était encore un creux au moment où je l'ai acheté, donc c'était il y a quand même, plusieurs mois maintenant. J'ai eu le temps d'en acheter une seule, aussi parce que, en fait, mon portefeuille a fortement explosé en valorisation, ces derniers 6 mois, un an. Qui fait qu'en fin de compte, encore une fois, 300 €, à l'époque, c'était déjà un gros pourcentage de mon portefeuille. Mm. Donc un portefeuille en construction, hein, c'est normal. Ok. C'est ça. Donc grosse conviction, mais moins cher, quoi. Ok. Rubis, du coup, oulala. Alors ça, j'espère que tu vas pas me dire que c'est une grosse conviction. Et du Mmh. coup, c'est la deuxième ligne qu'on voit de ton portefeuille qui est en moins-value. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, Ruby, c'était, j'avais une stratégie dessus, qui était, pour une diminution du dividende et potentiellement, une amélioration et des énormément d'investissements dans le renouvelable. Donc ça, Ah, c'était mon idée, derrière Ruby. J'ai remarqué maintenant, ça fait quelques mois que je l'ai, que Ruby, n'est pas parti sur, cette stratégie-là. C'est pourquoi Ruby devrait sortir de mon portefeuille dans les prochains mois, semaines même, pour être potentiellement changé par du Total Energy qui a un dividende serein, sachant que pour ma part, Ruby n'a pas un dividende serein dans un premier temps.
Donc le dividende sur le long terme, pour moi, ne tiendra pas et je ne suis plus d'accord avec, ce que, les dirigeants, comptent faire avec l'entreprise et pour moi, ça, c'est extrêmement, négatif pour moi. Donc j'ai une petite moins-value de 4 qui est qui n'est pas énorme étant donné que j'ai récupéré des dividendes maintenant depuis. Donc je dois être à peu près, heu, on va dire à BE au niveau de Ruby, mais elle compte pas rester dans mon portefeuille. Ok. On est d'accord, hein, trop grosse dette, hein. Mmh. Grosse dette, dividende, pas du tout, serein quand on va chercher plus en profondeur. On voit qu'ils diluent les actionnaires également, et en plus, ils font de la dette et de la dilution, donc des augmentations de capital pour payer leurs dividendes qu'ils ne peuvent pas payer avec les free cash flow qu'ils ont actuellement Mm, et mm, mm. c'est-à-dire qu'également qu'ils ne peuvent pas plus investir étant donné qu'ils ont pas assez de cash. Ok. Donc j'imagine que tu vas réussir à la vendre un peu au-dessus de ton PRU, un petit peu avant le dividende, vers les 26 euros, quoi. Il y a un gap à combler vers là. Ok. Ouais, objectif, c'est ça. Equasens, magnifique société. J'imagine aussi que tu es rentré dessus très récemment. Profiter de la C'est baisse. ça, c'est ça. Je suis rentré très récemment. Je compte certainement renforcer ma position, pour du coup devenir une de mes grosses convictions, donc aux alentours des 1 000 €, potentiellement en 2 fois, donc 250 et encore 250, étant donné que je la récupère en baisse. Donc c'est une entreprise que j'ai pu analyser, pendant quelques semaines, donc ça m'a pris quand même quelques semaines étant donné que je suis pas du tout dans le secteur des pharmacies et de la santé. Donc ça me prend un peu plus, de temps à analyser, mais très, très, très grosse conviction. La seule chose négative que je pourrais dire sur cette entreprise, c'est, la partie actionnariat qui est composée du coup, majoritairement d'une coopérative qui s'appelle, Wiscoup, il me semble et qui détient, une majorité de l'entreprise et qui est principalement des pharmaciens qui, eux, veulent des dividendes. Alors que pour moi, Equasens a des rentabilités juste magnifiques et elle devrait, plus investir dans la croissance de l'entreprise que de distribuer ce dividende. Donc, il me semble que leur ROE, donc leur rentabilité des capitaux propres, est aux alentours de 20. Oui, oui, oui. Donc, il y a juste ça qui me dérangeait un peu, mais sinon non, dans l'ensemble, l'entreprise est juste magnifique, pour ma part. Alors, j'en profite pour aller vérifier parce qu'il me semble pas qu'ils versent énormément de dividendes. Hmm, ils ont un payout Normalement, ratio. Ah oui, bon, 33%, ouais. voilà, un Ok. tiers de dividendes. Alors qu'ils ont un secteur qui est en pleine croissance, donc pas forcément en pharmacie, mais ils vendent des logiciels pour tous les métiers de la santé, hein, donc généralistes et cetera et je pense que le cash à ce niveau-là pourrait être plus intéressant à le réinvestir dans l'entreprise avec du 20 que, un dividende. Mais maintenant, bon, ce côté-là, il va continuer avec cette entreprise tout simplement parce que les actionnaires sont des pharmaciens et les pharmaciens veulent récupérer leur cash, quoi. Ok. Bon. Ok, ok. Bah, c'est une information très, très intéressante. Moi, j'ai jamais parlé trop du dividende sur Equasens, donc je te remercie beaucoup. C'est très intéressant. Téléperf, donc de nouveau une société sur laquelle tu es en moins-value. C'est une des rares sociétés sur lesquelles tu es en moins-value. Oui, alors, Téléperformance, mon avis, c'était qu'elle était peu chère, pendant une période. Donc j'ai commencé une petite ligne, donc aux alentours, de voilà 400-450 €. Par la suite, j'attendais en fait pour augmenter, ma position, de meilleures informations et plus d'informations sur comment Téléperformance va être impactée par l'intelligence artificielle et comment l'entreprise comptait utiliser l'intelligence artificielle dans leur business. Donc pour le moment, ils ont donné quelques informations, pas assez à mes yeux, ce qui me fait pas, renforcer ma position sur Téléperformance. Mais encore une fois, au prix à laquelle, je l'ai acheté, je trouve qu'elle était déjà peu chère. C'est pourquoi j'ai juste gardé ma position et je ne l'ai pas renforcée. Principalement, j'attends en fait plus d'informations, des dirigeants. Hmm. Soit tu as raison et ça monte, soit t'as pas raison et du coup aucune raison de se renforcer, quoi. C'est ça. Hmm. Euronext, donc ma grosse conviction de l'année. Je vois que tu es dessus, c'est cool. Oui, alors Euronext, très, très belle, entreprise. Je l'ai acheté après, l'achat de l'acquisition de Borsa Italiana. Je la trouvais extrêmement intéressante avec un moat juste, magnifique, hein. Elle possède énormément de places boursières, pardon. Maintenant, j'ai pas eu la chance, d'investir assez
avoir une grosse position, mais j'aurais aimé investir plus. Maintenant, c'est pourquoi je la vends pas. Au prix actuel, c'est plus une opportunité comme, au moment où je l'avais acheté, donc je la renforce pas pour cette raison-là, mais je compte pas la vendre tout simplement parce que c'est une très belle entreprise que j'aimerais garder sur le long terme. OK. On passe à Latour Investissement. Jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Alors Latour Investissement, c'est ma deuxième entreprise suédoise. Donc, Latour Investissement, c'est un gérant, donc comme Produce, gestionnaire de fonds, qui possède, des actions suédoises, donc ils sont que seulement sur le marché suédois, donc ils possèdent des actions suédoises, de très belles entreprises, mais également ils possèdent du coup des actions, comment dire? Des private equity, donc des entreprises privées. Et en fait, étant donné que l'économie suédoise m'intéressait énormément, j'ai vécu 3 mois là-bas et c'est où je me suis penché, un peu plus sur ce pays. Je voulais être, investi, dans les entreprises, privées, heu, en Suède et j'ai pu le faire avec, du coup, Latour Invest et pour le moment, ça me rapporte pas mal d'argent, donc c'est plutôt, positif. Ouais, 35 de plus-value, ouais, ouais. Mais c'est là, on arrive dans les lignes, vraiment très petites, quoi, de ton portefeuille, hein? C'est ça. Alors, pourquoi, j'ai pas pu investir? Alors, elle a explosé avant que je puisse la renforcer, mais le fait, d'investir comme, sur Prosus ou sur Latour Invest, donc sur Prosus, il y avait, une très grosse position sur Tencent, ce qui m'a permis en fait, de rapidement et facilement pouvoir analyser, Produce étant donné qu'en analysant Tencent, j'avais déjà un gros avis sur ce que Produce avait dans leur portefeuille. La raison pour Latour Invest, c'est que eux, c'est beaucoup plus diversifié, ce qui a fait que j'ai dû faire des recherches sur beaucoup d'entreprises, des dizaines et des dizaines d'entreprises et je n'avais pas fini mon analyse au moment où le cours a explosé. Donc, dans mon idée, pour ma part, tant que je n'ai pas fini d'analyser, une entreprise, je ne suis pas prêt à mettre des grosses, grosses sommes et pour Latour Invest, le cours a explosé avant que je puisse, finir mon analyse. Je crois que là, on voit bien ton côté, perfectionniste, hein. Je crois que là, il est bien ressorti. C'est ça, ça peut être un défaut et sur plusieurs positions, comme je pense, je le dis depuis tout à l'heure, il y a certaines positions qui attendent d'avoir un avis et une analyse complète avant que je puisse investir des grosses sommes. Maintenant, vu la performance de mon portefeuille, je me permets de continuer cette stratégie, même si elle me fait passer, devant des très belles entreprises. Parce que je me dis: «Le jour où je fais pas mon analyse» et on va pouvoir le voir avec les dernières actions, voilà le résultat. OK, OK. On passe à STM, ST Micro? Ouais, alors, STMicroelectronics, 1re position de mon portefeuille, donc la plus ancienne position que j'ai eue. J'avais une plus grosse position à un certain moment, que j'ai vendu une partie tout simplement parce que, je suis énormément du coup le secteur des semi-conducteurs étant donné que je travaille dedans. Et depuis en fait, je suis juste pas revenu, sur les produits, semi-conducteurs. Même si on voit qu'actuellement j'ai encore, une plus-value de 25 sur ST Microelectronics. Quand je l'ai vendu, j'avais à peu près du 40 de plus-value, je crois, ou un peu moins, 35. Donc pour moi, c'est encore un peu cher, mais on commence à se rapprocher d'une période où les semi-conducteurs pourraient être intéressants à analyser selon, encore une fois, heu, mon avis. OK, très bien. Donc encore un peu cher. Je suis un peu surpris, tu trouves ça un peu cher, mais OK. On Alors va faire un ouais? juste, je la trouve encore un peu chère parce que, sur du coup ST Microelectronics, c'est une entreprise qui a une grosse partie de son chiffre d'affaires dans, dans l'automobile. C'est, majoritairement son chiffre d'affaires est fait dans l'automobile et les smartphones, du coup les téléphones. Et en fait, c'est 2 secteurs et 2 marchés qui sont actuellement, assez élevés. ST Microelectronics a un gain d'argent énorme grâce au démarrage des voitures électriques et là, on commence potentiellement à avoir un petit ralentissement au niveau des ventes des véhicules, le temps que, tout simplement les gens, reprennent de l'argent. On a les taux aussi directeurs qui font que les gens investissent un peu moins dans l'automobile et la deuxième chose, c'est que ST Microelectronics, vend du coup dans le domaine des smartphones et principalement dans, Apple et on remarque également qu'à ce niveau-là, l'entreprise commence tout simplement à avoir un petit frein au niveau des ventes de leurs téléphones qui impacte en fait ST Microelectronics et on peut voir si on va encore un peu plus dans les détails des ST Microelectronics que leurs résultats nets et leur chiffre d'affaires depuis quelques trimestres est en fait en baisse petit à petit. Donc sur l'année, elle est toujours en croissance, mais de quarter en quarter, donc de trimestre en trimestre, si on va bien vérifier, leur marge baisse et leur chiffre d'affaires baisse.
qui fait en fait que l'entreprise, commence à avoir atteint leur plus haut. Maintenant, sur le très, très long terme, je veux avoir une très grosse position sur ST microélectronique et le secteur des semi-conducteurs en général. Ah, d'accord. Donc toi qui travaille dedans, tu veux une grosse ligne sur STM. Tu aurais pu nous dire Nvidia, AMD, Intel, mais Oui, tu as dit alors, STM. oui, STM, c'est une boîte que je veux. Intel, j'ai une grosse ligne dans mon CTO, c'est une de mes top 5 également. C'est les 2 grosses entreprises, du semi-conducteur que on va dire une grosse position. J'ai un peu de AMD. Je n'ai pas acheté du Nvidia, j'ai toujours trouvé la valeur, assez chère. Mais, ST Microélectronique pour une entreprise des semi-conducteurs française qui me permet du coup, d'investir dans mon PEA, je trouve que c'est une des plus belles et sinon à l'étranger, j'ai également du Intel pour du coup une autre stratégie, assez différente, plus liée à la restructuration et à un retournement sur cette entreprise. Ok, ok. Donc en cas très intéressant hein, que quelqu'un qui soit du secteur et qui soit aussi un investisseur nous dise que il veut avoir une grosse ligne sur STM, quoi. C'est super intéressant. Merci beaucoup. On va regrouper les quatre dernières lignes parce qu'il y a des montants vraiment très petits. Les quatre sont en moins-value et tu en as parlé en début de vidéo en disant qu'on voyait en fond de ton portefeuille tes erreurs de débutant. Tu veux nous en parler? Et pourquoi tu Alors coupes oui, pas? bah, déjà je vais en parler de pourquoi j'avais acheté ces entreprises-là, pour que je vous explique du coup, mes erreurs. Donc, Alstom, de l'extérieur, on dirait pour ma part, on dirait une très belle entreprise dans un secteur avec, la vente de trains, des tramways, l'électrification des transports, donc vraiment très belle entreprise. Mais quand on rentre dans les chiffres, l'entreprise est beaucoup moins intéressante, à mes yeux. Donc cette première entreprise, c'était du coup lié au fait que je n'ai pas fait mon travail. C'est pourquoi maintenant je préfère faire mon analyse complète avant de mettre des sommes dessus, ou du moins des grosses sommes. Ensuite, nous avons, un ETF PEA Chine. C'était du coup avant même que j'ouvre mon CTO, donc c'était vraiment au tout début. Je voulais investir sur la Chine et du coup, un des moyens, c'était à travers des ETF. Du coup, j'ai arrêté d'investir à travers des ETF, mais j'ai investi toujours sur des actions chinoises comme, Alibaba principalement. Ensuite, pour Ubisoft Entertainment, c'était, la seule action que j'ai voulu acheter en faisant que de l'analyse technique. Le résultat montre que j'ai fait une perte de -60. Du coup, encore une fois, je n'ai pas lu les rapports financiers. C'était, j'ai acheté une action pour jouer un rebond, mais c'est une stratégie que je n'utilise plus maintenant parce que, bah, le résultat n'était pas fameux. Et enfin, Verimatrix, c'est, lié à la cybersécurité, donc un secteur qui m'intéressait énormément, mais dont je n'avais pas lu aussi, les rapports financiers. Donc en fait, sur les 4 dernières positions, dont 3 entreprises, c'est 3 entreprises que je n'ai pas lu leurs rapports financiers et je pense que ça montre, assez facilement, le fait que ne pas lire ces rapports financiers peut, permettre d'avoir des positions aussi catastrophiques, en fait. On évite, moi je préfère dire on évite de faire des erreurs quand on lit ces rapports financiers, quoi. Voilà, Mm, je mm. suis tout à fait d'accord avec toi. Et mais du coup, la question la plus intéressante, c'était pourquoi tu vends pas? Parce que tu as plus de conviction, Alors clairement. oui, alors, pourquoi je ne vends pas? Je me suis posé la question de vendre et de récupérer du coup, les quelques, euros, qui me restent dessus. La première chose pourquoi je vends pas, c'est, je me suis dit que, bah, au moins je vois les erreurs que j'ai fait et je les reproduirai pas. On va dire, je suis prêt à payer 100 euros pour voir mes erreurs et ne pas les reproduire. La deuxième chose, c'est que en fin de compte, il faudrait que je lise et que je relise les rapports du coup, les rapports de ces entreprises, comme pour Verimatrix et Ubisoft qui sont des entreprises où depuis je n'ai pas jamais lu leurs rapports financiers pour savoir si en fin de compte l'entreprise pourrait m'intéresser. Parce qu'en fin de compte, je ne le sais pas. Et pour Alstom, c'est la seule position où j'ai lu les rapports financiers, je sais que l'entreprise ne m'intéresse pas et je l'ai juste pas vendu, je ne sais pas, j'ai pas forcément de raison. Ça me permet juste d'avoir une image en fait des erreurs que j'ai fait et pour, 50 €, je l'ai pas fait en fait. Ok. Voilà donc C'est pas quelque vraiment chose de qui revient vraies raisons. souvent, hein, de vouloir garder une ligne en se disant comme ça, je vois les erreurs et ça évitera peut-être de les refaire. J'ai pas C'est l'impression que ça. ça marche. Mais c'est pas la première fois Heu, que j'entends. bah, c'est vrai que, je pense que si on veut être encore plus, optimal à ce niveau-là, faudrait vendre ses positions, prendre le cash et le réinvestir. Parce qu'en fin de compte, c'est du cash qui dort sur des actions qui m'intéressent pas. Ça, c'est le gros souci. Maintenant, bah, du coup, pour Ubisoft et Verimatrix, si quand j'aurai le temps, j'aimerais, lire leurs rapports financiers pour être sûr que ce soit des entreprises qui m'intéressent pas. Pour Alstom,
Je me suis dit que potentiellement il pourrait avoir une nationalisation, même s'il y a déjà, l'État dedans ou alors un rachat. Ça, c'était, mon choix, pendant quand elle était aux alentours des 25 € et par la suite, en fait, elle est juste descendue et je me suis plus intéressé à ces 4 dernières positions et avec le travail que j'avais à côté, j'ai pas forcément eu le temps de m'intéresser plus à qu'est-ce que j'allais faire, en fait, avec ces 4 actions. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de ton portefeuille, qu'on a bien vu que t'avais une belle performance quand même depuis 2 ans. En plus, tout le monde peut la voir en vidéo hein, sur YouTube. Ok, donc on va passer à ta formation. Du coup, j'imagine pour ceux qui seraient intéressés justement de faire comme toi. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ta formation? C'est quel genre de formation? Fondamentale? Heu Alors, moi, dans ma stratégie globale, j'utilise du coup la macroéconomie, le fondamental et je termine avec, du technique pour, avoir un point, et pour avoir un petit point d'entrée, on va dire perfectionniste. Donc, dans ma formation, je suis parti sur le même principe, donc avec un module, macroéconomie, un module fondamental et un module technique qui va sortir du coup en 2024 et en fait, dans ma formation, j'explique tout simplement ce que je regarde. J'app je donne, on va dire, une explication de comment lire les rapports financiers, que ça soit compte de résultat, bilan et flux de trésorerie et au niveau macroéconomie, j'explique, les différents chiffres et à travers, d'autres choses, donc plutôt un accompagnement, avec des lives, un Discord privé et cetera. Je m'engage, dans cette formation à faire un suivi de mon portefeuille et un suivi du coup de ce que je compte faire en fait avec mes positions. Ouais, puis euh, c- même enfin, tu dis à tes abonnés que tu te donnes 24 heures maximum pour répondre à leurs questions. Déjà, ça c'est super. Mmh. Ça c'est ouais, c'est quelque chose que j'ai mis en place parce que, bah, du coup, une formation c'est bien, un accompagnement c'est mieux et bah, avant d'investir des grosses sommes, je pense qu'il faut un minimum se former et on va dire le service, de pouvoir répondre assez rapidement pour moi c'est quelque chose d'assez important, pour que, on va dire le membre de la formation puisse continuer son apprentissage sans, perdre, on va dire l'envie d'apprendre, étant donné qu'on sait que sur le long terme, on peut potentiellement avoir, moins envie d'apprendre. Ok. Donc moi, je vais aussi donner mon avis du coup, vu que j'ai fait la formation, hein, tu pourras confirmer que j'ai fait les trois quarts. J'ai pas tout fait, effectivement. Il y a une partie de la macroéconomie, ça m'a pas spécialement intéressé. Mais moi, j'ai trouvé que la partie fondamentale était vraiment super pour quelqu'un qui a jamais fait de compta ou quoi. Il t'explique très bien, c'est très bien fait. D'ailleurs, j'ai pas préparé le truc, du coup, on peut pas montrer, mais les vidéos de formation, elles sont vraiment très bien faites. C'est autre chose que ce que tu fais sur YouTube. C'est bien meilleure qualité. C'est déjà super ta qualité sur YouTube, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein. Mais là, tu as pris un logiciel spécial pour que ça soit encore plus joli, encore plus pédagogique. Et la partie fondamentale, je l'ai toute faite, je l'ai adorée. Je pense que pour quelqu'un qui n'y connaît rien ou même qui connaît un petit peu, ça permet d'avoir euh, la base, et ils pourront y revenir autant de fois qu'ils le veulent. Leur vidéo, ils pourront la regarder autant de fois qu'ils le veulent. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça super. La macroéconomie, par contre, j'ai trouvé que c'était plus c'était bien pour la culture générale, mais pas forcément adapté à un investisseur. Et après, culture générale, c'est très important, même pour l'investisseur, on est bien d'accord, hein. Mais c'est beaucoup plus concret pour l'investisseur au niveau fondamental que niveau macroéconomie. Ça aussi, c'est normal, quoi, hein. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est vrai que moi, dans ma stratégie et quand on regarde un peu les investisseurs, beaucoup d'investisseurs, se concentrent sur le fondamental. Moi, j'ai décidé de rajouter, on va dire, à mon édifice et à ma stratégie, la macroéconomie, donc le suivi de l'augmentation des taux directeurs et cetera. Parce que, à travers mon expérience et ma petite expérience que j'ai, je trouve que la macroéconomie a un gros impact sur, on va dire la bourse en général. Et en fait, j'ai trouvé que beaucoup de personnes trouvent que la macroéconomie, ils l'utilisent pas. Mais, je t'avais donné un exemple, sur le fait qu'en fait, beaucoup de personnes regardent la macroéconomie parce qu'on remarque que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes nous disent: «Bon, ben, les taux directeurs ont augmenté, il va avoir une baisse, de l'immobilier», par exemple, étant donné que l'offre, elle, va continuer à être là, mais la demande va diminuer
et ben, en fait, juste ça, c'est déjà une analyse de macroéconomie parce qu'on parle des taux directeurs, l'augmentation, de celle-ci, la banque centrale et cetera. Donc en fait, le module macroéconomie va te permettre de savoir lire, tout ce qui va être PIB, inflation, taux de chômage et du coup, par la suite, si tu le veux, encore une fois, l'ajouter à ta stratégie, c'est encore un plus et c'est vrai que étant donné, que pour le moment ça fonctionne très bien dans mes investissements, je continue à expliquer cela. Maintenant, je peux comprendre que, des investisseurs, pardon, s'arrêtent juste aux fondamentaux, c'est déjà une très bonne chose. Mmh mh. Et bon, en tout cas, c'est ta spécificité, c'est une partie de ta spécificité, c'est ce côté macroéconomie. Et pour finir pour ta formation, en tout cas de mon point de vue, il me semble que le plus intéressant dans ta formation, c'est l'accès direct que les gens ont avec toi. Tu leur as ouvert un Discord privé, il me semble, ils peuvent te poser des questions. Tu leur fais des vidéos où tu lis les rapports financiers pendant des heures face à eux. Et tout ça, c'est inclus dans le prix de départ. C'est un prix à vie. Ils payent une fois et ensuite ils ont accès à ta formation à vie, hein, c'est bien ça? C'est ça, c'est Ok, ça. C'est l'objectif était à ce niveau-là. ok. De pouvoir en fait tout simplement, se former à bas prix, tout en gardant une très bonne qualité et un suivi par la suite. Et le suivi par la suite, pour moi, c'est ça le plus important, quoi. C'est le suivi de IPL à vie. Si tu payes 200 euros, et même si tu payes seulement 100 euros avec le code CALI jusqu'à la fin du mois de février, jusqu'au 29 février inclus, si tu utilises le code CALI, tu auras une réduction de 50%, donc à 100 euros la formation la moins chère du YouTube Game investisseur bourse. Ok. Voilà. Il me semble qu'on a fait le point, on a fait le tour. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à rajouter? Non, c'est bah, déjà merci de m'avoir invité, pour l'interview et sinon, je pense qu'on a déjà fait, un très bon tour. Super. Donc merci beaucoup pour cette vidéo IPL. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a convenu. Je vais laisser le mot de la fin à IPL comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao. Bah, encore une fois, merci à toi Kali, de m'avoir invité, sur ta chaîne. J'espère qu'on pourra, se refaire encore une fois des lives comme on se fait, tout le temps. C'est un moment assez appréciable avec, les membres de nos différentes communautés et sinon, bah, on se retrouve, assez rapidement sur nos chaînes. Merci encore une fois Kali. Ciao.